Chapitre 1. Un cri dans la nuit. Le vent avait l'étrange habitude de souffler dans les longs couloirs de Ravenmoor Hall, comme si la maison elle-même murmurait des secrets trop anciens pour être mémorisés et trop terribles pour être oubliés. Ce soir d'octobre, alors que les landes étaient enveloppées de brume et que la lune était aussi fine qu'une faucille, un cri unique rompit le silence inquiétant. Un cri qui résonna à travers la pierre et le silence. Madame Edith Penaligon, la gouvernante, l'entendit la première. Elle était dans les quartiers des domestiques, pliant du linge près du feu doux, lorsque le cri retentit, aigu, féminin, et brusquement interrompu. Elle se figea, le drap lui glissant des mains. L'espace d'un battement de cœur, elle resta immobile, écoutant les réverbérations sourdes s'estomper au loin. Puis vint le second bruit, un bruit sourd, comme si quelque chose ou quelqu'un était tombé. En quelques minutes, Ravenmoor était réveillé. Les lumières plombées flamboyaient aux fenêtres. Les portes s'ouvraient et claquaient. Des voix résonnaient dans les couloirs. Les invités, 5, chacun distingué à sa manière, sortirent de leur chambre, surpris et à moitié vêtus, attirés par le vacarme. Lady Isobel Harcourt, l'hôtesse et maîtresse de Ravenmoor, apparut sur le palier, vêtue d'une robe de soie fluide, les cheveux toujours coiffés avec une élégance désinvolte. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle. « Qui a crié » Personne ne lui répondit directement. Les invités échangèrent des regards inquiets, incertains de qui devait prendre la parole. Puis le major, Alistair Graves, la moustache hérissée d'une précision militaire, s'avança. « Ça vient de l'aile Est, dit-il sèchement. Je vais voir. » Mais lorsque le petit cortège atteignit l'aile Est, la cause du trouble devint terriblement évidente. Là, au pied du grand escalier menant à la galerie, gisait le corps de Béatrice Langley, la jeune pupille de Lady Harcourt, la tête penchée dans un angle effrayant, les yeux écarquillés, comme incrédule face à sa découverte finale. Une bougie solitaire vacillait sur la marche à côté d'elle, dégoulinant de cire comme des larmes. « Un accident », murmura le docteur Lionel Reeves, qui les avait rejoints quelques instants plus tard, ses lunettes étincelant dans la pénombre. Elle a dû tomber. Tomber. La voix de Lady Harcourt tremblait. Mais pourquoi était-elle sortie de sa chambre? C'était une question à laquelle personne ne pouvait répondre. Béatrice se préparait à se coucher une demi-heure plus tôt. Qu'est-ce qui l'avait attirée dans la galerie? Et pourquoi avait-elle une bougie à la main, alors que toutes les lampes étaient encore allumées en bas? Dehors, le vent hurlait à nouveau, s'abattant sur les fenêtres comme un être vivant. Au loin, une porte claqua. La gouvernante fit le signe de croix. Le gendarme local arriva avant l'aube, un homme imposant au visage rougeau, le sergent Murchison, qui se sentait visiblement inférieur à la grandeur de Ravenmoor Hall. Il recueillit les témoignages, examina l'escalier et conclut avec une confiance lasse qu'il s'agissait d'un accident des plus malheureux. La jeune femme, déclara-t-il, avait dû glisser sur le bas de sa robe de chambre ou rater une marche dans la faible luminosité. Affaire classée. Mais Lady Harcourt n'était pas convaincue. Le major Graves non plus, qui murmurait d'une voix sombre à propos de bruits de pas dans le couloir et d'étranges événements depuis la tempête. Et lorsque le courrier du lendemain matin apporta une lettre d'un certain Hercule Poirot, annonçant son arrivée en Angleterre après un court séjour à Bruxelles, ce fut Lady Harcourt elle-même qui envoya un télégramme urgent, le priant de venir immédiatement. 2 jours plus tard, le célèbre détective belge se tenait devant Ravenmoor Hall, son costume gris immaculé
contrastant fortement avec la morosité de la lande. Il leva les yeux vers la façade recouverte de lierre, son œil perçant remarquant la symétrie des fenêtres, l'inclinaison du toit, les légères traces d'humidité sur la pierre. « Mon ami » murmura-t-il au capitaine Hastings qui l'accompagnait. « Je vois déjà que Ravenmoor est une maison de murmures. C'est, comment dit-on, un endroit où l'air se souvient. » Hastings frissonna. « Ce n'est vraiment pas un endroit agréable. Ah, mais le meurtre, mon cher Hastings, se produit rarement dans les endroits joyeux, » dit Poirot en se dirigeant d'un pas vif vers l'entrée. « Et pourtant, ce n'est peut-être pas le lieu qui est sinistre, mais les cœurs qui l'habitent. » À l'intérieur, Lady Harcourt les attendait dans le salon, son calme impeccable mais fragile. Elle salua Poirot d'une main gracieuse et d'un sourire hanté. « Monsieur Poirot, merci d'être venu. L'agent insiste sur le fait que c'était un accident, mais je sais que c'était... pas. » Poirot s'inclina légèrement. « Alors, vous croyez, madame, que mademoiselle Langley était assassinée ? » « Je le sais, » murmura-t-elle, « et je pense que le meurtrier rôde toujours dans ces couloirs. » Les yeux de Poirot brillaient, comme deux pointes d'acier. « Alors, madame, nous le retrouverons. Mais d'abord, je dois parler à chaque personne présente cette nuit-là. Car un meurtre, voyez-vous, n'est jamais commis par hasard. Il y a toujours une raison. » Il tapota délicatement sa tempe. « La vérité, Lady Harcourt, ne se cache pas toujours dans l'épreuve des mains, mais dans les contradictions du cœur. » Le feu crépitait doucement dans le silence qui suivit. Et quelque part au-delà des fenêtres fermées, le vent murmurait à nouveau à travers les landes, comme une voix qui ne voulait pas se taire. Chapitre 2. Les invités de Ravenmoor. Le petit déjeuner à Ravenmoor Hall fut un moment discret. La longue table en chêne, habituellement animée par les bavardages et les rires, ressemblait davantage à un tribunal qu'à un dîner. L'argenterie brillait, les œufs étaient à peine effleurés, et les occupants de la maison se regardaient avec la vigilance de ceux qui ont soudain compris que l'un d'eux pouvait être un tueur. Poirot, assis en bout de table, remuait son thé, avec malheur et réflexion. Chacun de ses gestes était net, précis, réfléchi, à tel point que même le simple fait de beurrer une tartine semblait avoir un sens. Hastings, en face de lui, observait l'assemblée avec ce mélange de curiosité et d'inquiétude qui accompagnait souvent les investigations de Poirot. Lady Isobel Harcourt présida à la fin, son sang-froid étant intact malgré les marques d'une nuit blanche sur son visage. « Monsieur Poirot, » commença-t-elle doucement, « j'ai réuni tout le monde comme vous l'aviez demandé. » Poirot inclina la tête. « Merci, madame. Le rassemblement, c'est toujours la première étape, car avant de pouvoir résoudre le mystère d'un crime, il faut d'abord comprendre. Personne qui y vive. » Il se tourna légèrement, ses yeux passant d'un visage à l'autre. Il y avait Major Alistair Graves, large d'épaules. Son allure militaire était rigide, même en tenue du matin. Ses yeux gris exprimaient le calme posé d'un homme habitué au danger. Mais une lueur d'autre chose y perçait. La culpabilité, peut-être, ou le souvenir. Samedi prochain, Dr. Lionel Reeves, le médecin local. Ses doigts, fins et nerveux, joignent avec une cuillère à café, et ses lunettes reflétèrent la lumière chaque fois qu'il levait les yeux. Il avait l'habitude de pincer les lèvres avant de parler, comme s'il pesait constamment ses mots. À côté de lui se trouvait Clara Melrose-là, compagne de Lady Harcourt, à la voix douce, avec des yeux bleu pâle qui croisaient rarement ceux des autres. Elle semblait fragile, presque transparente, comme si elle pouvait se dissoudre sous un regard scrutateur. Et enfin, tout au bout de la table, M. Edmund Langley, le cousin de la défunte, un bel homme d'une trentaine d'années,
au charme naturel qui ne masquait guère son agitation. Ses boutons de manchette brillaient, tandis qu'il se déplaçait sur sa chaise, et son regard se posait fréquemment sur Lady Harcourt. Poirot croisa les mains. « Bon, commençons. »« J'aimerais, dit Poirot, que chacun de vous me dise où il était et ce qu'il a entendu la nuit où mademoiselle Langley est morte. » Ce fut le major Graves qui prit la parole le premier, s'éclaircissant la gorge. « J'étais dans ma chambre, dans le couloir ouest, en train de lire. Le cri m'a réveillé. Je me suis précipité dehors et j'ai couru vers l'aile est. J'ai été le premier à atteindre le corps. » Lady Harcourt hocha légèrement la tête. « Oui, c'est vrai. Je vous ai vu sur le palier. » La moustache de Poirot frémit. « Et vous, Major, avant le cri, avez-vous entendu des pas? Un bruit de mouvement dans le couloir ?» Grave fronça les sourcils, pensif. « Non, rien jusqu'au cri. Puis, peut-être, un instant plus tard, un bruit sourd. » Poirot inclina la tête, pensif. « Et vous êtes malade parti immédiatement. » « Je l'ai fait. » Poirot ne fit aucun commentaire, mais nota quelque chose dans son petit carnet. « Et vous, Dr. Reeves ?» Le médecin ajusta ses lunettes. « J'étais dans ma chambre, en train de préparer des notes pour un devoir. Le cri m'a fait sursauter. Je suis descendu directement. À mon arrivée, mademoiselle Langley était déjà partie. » Il hésita, baissant les yeux. Ses blessures étaient compatibles avec une chute, fracture du cou, mort instantanée. Mais quelque chose dans sa posture m'a semblé étrange. Étrange. Poirot haussa les sourcils. « De quelle façon, docteur ? » « Elle était trop bien couchée, » dit lentement Reeves. « Presque comme si elle avait été placée là après sa chute. » Un silence s'installa. Les yeux de Poirot brillèrent faiblement, mais il ne dit rien. Il se contenta de griffonner une autre note. « Mademoiselle Melrose ?» demanda-t-il. Clara sursauta légèrement, sa cuillère tintant contre sa tasse. « Moi aussi, j'étais dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dormir. Il y avait un vent terrible. Je me souviens m'être levé pour fermer la fenêtre quand j'ai entendu le cri. Je suis resté figé. Je n'ai pas bougé, jusqu'à ce que j'entende des voix dans le couloir. »« Et mademoiselle ?» dit doucement Poirot. « Connaissiez-vous bien mademoiselle Langley ?»« Pas vraiment. Elle était gentille, mais elle restait discrète. » Le regard de Clara se tourna nerveusement vers Edmund Langley. Elle avait des soucis personnels. Poirot capta le regard et le suivit jusqu'à Edmund, qui lui adressa un sourire rapide et naturel. « Ma cousine était nerveuse, monsieur Poirot. Elle imaginait toujours des affronts là où il n'y en avait pas. Je lui ai répété plus d'une fois qu'elle devait quitter ce lieu lugubre. » Poirot se pencha légèrement en arrière. « Et pourtant, elle ne l'a pas fait. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas partir, » répondit Edmund, une légère irritation perlant dans sa voix. « Elle a dit que Lady Harcourt comptait sur elle, mais franchement, je n'ai jamais compris à quel titre. » Lady Harcourt se raidit mais ne dit rien. Poirot remarqua une légère crispation au coin de sa bouche. Il n'insista pas, pour l'instant. « Merci, monsieur Langley, » dit Poirot d'un ton doux. « Il est curieux, n'est-ce pas, que mademoiselle Béatrice se soit sentie obligée de rester là, où elle était malheureuse. Le cœur humain est rarement logique. » Il laissa les mots en suspens, puis se tourna vers Lady Harcourt. « Et vous, madame, qu'en pensez-vous ? » « Je m'étais couché tôt, vous, dit-elle. Je lisais au lit quand j'ai entendu le cri. J'ai appelé madame Penaligon et je suis sorti aussitôt. Les autres étaient déjà dans le couloir. » Poirot hocha la tête et ferma son carnet. « Alors, nous sommes 5 personnes, chacune dans sa chambre. Personne n'a vu la jeune femme quitter la sienne, personne n'a entendu ses pas, et pourtant elle finit morte, en bas de l'escalier. Curieux, non ?
Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, scrutant la lande. Mademoiselle Langlais portait une bougie. Des lampes étaient allumées dans la galerie. Alors, pourquoi avait-elle besoin de cette bougie? Pourquoi risquer de se promener en chemise de nuit à une heure pareille? Personne n'a répondu. Poirot se retourna, balayant la table du regard. « Voyez-vous, mes amis, la vérité se cache dans ces petites questions. Le gendarme dit que c'était un accident. Peut-être. Mais moi, Hercule Poirot, je ne me permets pas encore ce luxe de croire. » Plus tard, dans la matinée, Poirot et Hastings explorèrent l'aile est, accompagnés de Madame Penaligon, la gouvernante. L'escalier où le corps avait été retrouvé était large et magnifiquement sculpté, sa rampe luisant comme du miel foncé. Pourtant, même à la lumière du jour, l'endroit conservait une froideur particulière. Poirot s'arrêta à la 5e marche. « C'est ici, dites-vous, qu'elle est tombée ?»« Oui, monsieur, » dit la gouvernante à voix basse. « Nous avons trouvé la bougie là, juste à côté de sa main. » Poirot se pencha pour examiner la surface polie. Lisse, trop lisse, peut-être. Hastings fronça les sourcils. « Que veux-tu dire, Poirot ? » ?»« Regarde, mon ami. Le bois est fraîchement ciré, n'est-ce pas? Mais seulement à mi-hauteur. En dessous, il est plus mat. Quelqu'un a ciré la moitié supérieure récemment, peut-être même ce jour-là. Tu penses? » ?»« Je pense, » dit doucement Poirot, « que même les accidents peuvent être arrangés. » Il se leva et essuya une tache invisible sur sa manche. « Madame Penaligon, dites-moi, Mademoiselle Langlais semblait-elle troublée les jours précédant sa mort ?» La gouvernante hésita. Elle était plus silencieuse que d'habitude, sursautante. Un jour, je l'ai entendue pleurer dans sa chambre, et elle m'a demandé si je pensais qu'il y avait des fantômes à Ravenmoor. Poirot sourit faiblement. « Ah, les fantômes. Toujours ce voile commode, n'est-ce pas? Derrière la superstition se cachent une multitude de péchés. » Ils la remercièrent et continuèrent le couloir. Au fond, Poirot s'arrêta, devant une lourde porte, en bois. « À qui est cette chambre? »« Chez Monsieur Langlais, » dit Hastings. « Mais pourquoi ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il toucha simplement la poignée de cuivre et regarda par-dessus son épaule, les yeux brillants. « Parce que, Hastings, c'est par ces portes que les murmures montent la nuit. » Il recula, satisfait, et fit un geste vers la grande salle en contrebas. « Venez, rejoignons Lady Harcourt pour déjeuner. Je crois déjà commencer à comprendre cette maison et ceux qui l'habitent. » Hastings le regarda, perplexe. « Tu veux dire que tu as résolu le problème ?» Poirot rit doucement. « Résolu? Non, non, mon ami. J'ai simplement vu le schéma. Mais pour compléter le tableau, il faudra de la patience, de la psychologie et les plus petits détails que tout le monde a ignorés. » Ses yeux se tournèrent une fois de plus vers l'escalier, désormais silencieux et vide sous la lumière du matin. « Car c'est toujours, Hastings, » murmura-t-il, « le détail qui murmure, la vérité. » Chapitre 3. Les pas à minuit. Le vent se leva de nouveau cette nuit-là, soupirant à travers les landes et s'enroulant autour des anciennes tourelles de Ravenmoor Hall. Il gémissait dans les cheminées, frappait doucement contre les vitres et murmurait dans les couloirs imprégnés de courants d'air, tel un esprit agité en quête de repos. À l'intérieur, la grande demeure semblait retenir son souffle. Poirot, fidèle à l'ordre, s'était retiré dans la chambre d'amis que Lady Harcourt lui avait préparée. Un petit feu brûlait doucement dans l'âtre. Ses pantoufles étaient soigneusement alignées près du lit, et sa valise formait un angle parfait avec la coiffeuse. Hastings, quant à lui, n'avait pas encore réussi à dormir. « C'est le vent », murmura-t-il depuis son lit, dans la chambre voisine. Un bruit atroce,
Pas étonnant que les habitants pensent que cet endroit est hanté. Superstition, mon ami? La voix étouffée de Poirot résonna à travers la porte communicante. Quand les gens n'arrivent pas à expliquer une chose logiquement, ils inventent des fantômes. C'est toujours pareil. Mais vous admettez, répondit Hastings, que Miss Langley a bien interrogé la gouvernante à propos des fantômes. Oui, dit Poirot en tournant une page de son petit carnet. Et c'est précisément ce qui m'intéresse, Hastings. Il y eut un silence. Puis, tu crois qu'elle se croyait en danger? Je crois, murmura Poirot, que mademoiselle Langley craignait quelque chose, ou quelqu'un, et le surnaturel lui offrait un moyen d'en parler sans le nommer. Le feu crépitait doucement. Dehors, le vent soufflait plus fort contre les fenêtres, faisant gémir les vieilles poutres. « Tu veux dire, dit Hastings après un moment, que quelqu'un a utilisé sa peur des fantômes contre elle? Peut-être, répondit calmement Poirot. La peur est l'arme la plus efficace, mon ami. Elle ne nécessite ni lame ni arme, juste de l'imagination. » Il ferma le carnet et l'aligna précisément sur le bord de la table. Et l'imagination, je crois, est abondante à Ravensmoor. Peu après minuit, Poirot fut réveillé par un bruit doux et délibéré. Craquèrent depuis le couloir devant sa porte. Ses yeux s'ouvrirent aussitôt. Il tendit l'oreille. Un autre bruit suivit, un pas lent, prudent et lourd, s'arrêtant entre chaque foulée. Il se leva silencieusement, enfila sa robe de chambre et fit signe à Hastings par la porte, entr'ouverte. Hastings, aussitôt alerté, le rejoignit dans le couloir sombre. L'air était froid et immobile. Quelque part, une horloge faisait un faible tic-tac. Ils écoutaient. Pas, pause. Le bruit provenait de l'aile est, la même aile où Béatrice Langley était décédée. Les yeux de Poirot brillèrent dans la pénombre. « Viens, Hastings, murmura-t-il. Voyons quel fantôme rôde ce soir. » Ils avançaient doucement dans le couloir, les planches craquant sous leurs pieds. Le bruit s'était tu. Seul le souffle du vent à travers les fissures les accompagnait désormais. Arrivés à l'escalier, Poirot souleva la petite lanterne qu'il portait. Quelque chose scintilla sur le sol, un éclat métallique. Poirot se baissa et le ramassa. C'était une petite clé. Il l'examina attentivement, puis jeta un coup d'œil à Hastings. « Une clé, mon ami, laissée peut-être par notre vagabonde nocturne. » Hastings fronça les sourcils. « Mais à quelle serrure pourrait-il bien s'adapter ?» Poirot sourit faiblement. « Ah, c'est ce qu'il nous faut découvrir. Chaque clé, Hastings, a sa porte. » Ils descendirent l'escalier, mais le couloir était vide. Aucun mouvement, aucune ombre, seulement l'écho persistant du silence. Poirot resta immobile, les sourcils froncés, puis leva soudain la lanterne, éclairant les murs. Au fond du couloir, près de la bibliothèque, une porte était entr'ouverte, à peine. Poirot s'en approcha prudemment, les semelles de ses pantoufles chuchotant sur le sol. Il poussa la porte. À l'intérieur, la bibliothèque se dressait dans l'obscurité, emplie d'une légère odeur de poussière et de vieux papier. « Il y a quelqu'un » appela doucement Hastings. Pas de réponse. Poirot entra, scrutant la pièce avec une précision extrême. Des étagères bordaient les murs. Une carafe de xérès à moitié vide était posée sur la table. Mais ce qui retint son attention, ce fut une légère trace de cire sur le tapis, presque invisible mais reconnaissable. « De la cire, Hastings, » dit-il doucement. « D'une bougie, je crois. Et remarquez, elle mène à cette fenêtre. » Ils suivirent la faible trace jusqu'au fond de la pièce, où les lourds rideaux étaient encore suspendus. Poirot en écarta un et marqua une pause. Sur le rebord
se trouvait un morceau de papier plié. Il le déplia délicatement. L'écriture était rapide, l'encre tachée. On pouvait y lire. « S'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident. Je suis surveillé. Ne faites confiance à personne dans cette maison. » La signature en bas était tremblante, mais claire. Béatrice Langley. Hastings expira. Mon Dieu. Le visage des Cachandômes. Poirot resta impassible, mais ses yeux brillaient. Alors, mademoiselle ne se trompait pas dans ses craintes. Il retourna le papier. Il était vierge, ni date, ni destinataire. Elle a écrit cela avant sa mort, murmura Poirot. Mais avait-elle l'intention de le cacher ou de le livrer? Telle est la question. Il plia le billet et le glissa dans sa poche. « Viens, Hastings. Rentrons avant que notre présence ne soit remarquée. » Le lendemain matin, Poirot demanda à voir Lady Harcourt en privé. Elle le reçut dans le petit salon, les yeux cernés, mais la posture toujours aussi élégante. « Monsieur Poirot, dit-elle, j'espère que vous vous êtes bien reposé. »« Excellent, madame, » répondit Poirot en s'asseyant, bien que la maison, comment dites-vous, ne dort pas facilement. Lady Harcourt esquissa un pâle sourire. Personne n'a dormi tranquillement depuis la mort de Béatrice. En effet, Poirot joignit les mains. « Et pourtant, madame, il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Il sortit le mot et le lui tendit. Elle le relut une fois, puis une autre fois, le visage blêmi. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura-t-elle. « À la bibliothèque. Il semble que mademoiselle Langley souhaitait laisser un message. Un message dont, je suppose, on espérait qu'il ne serait jamais retrouvé. » Lady Harcourt pressa le papier contre sa poitrine. Pauvre enfant, elle a dû être terrifiée. « Madame, » demanda doucement Poirot, « s'est-elle confiée à vous? A-t-elle parlé de cette peur ?»« Elle était troublée, » admit Lady Harcourt. Pendant des semaines, elle avait semblé mal à l'aise, effrayée par de légers bruits, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule. Un jour, elle m'a confié avoir cru entendre des pas devant sa chambre, la nuit. Je lui ai assuré que ce n'étaient que les domestiques. Le regard de Poirot s'aiguisa. Et pourtant, voyez-vous, ces pas n'en est pas entièrement imaginaires. Lady Harcourt leva brusquement les yeux. « Vous voulez dire que vous les avez entendus aussi ?» Poirot inclina gravement la tête. « Hier soir, Hastings et moi aussi. » Un silence s'installa entre eux. Enfin, Lady Harcourt prit la parole. « Monsieur Poirot, vous devez trouver le coupable. Je ne supporte pas l'idée de vivre sous le même toit qu'un meurtrier. » Poirot se leva, calme mais résolu. « Soyez tranquille, madame. Un meurtre est comme une lettre mal écrite. Il révèle toujours son auteur. » Il se tourna vers la porte, puis marqua une pause. « Encore une chose, Lady Harcourt. Saviez-vous qu'une partie de l'escalier avait été cirée la veille du décès ?» Son expression vacilla. « Épilée à la cire? Non, je n'avais donné aucune instruction de ce genre. »« Ah !» murmura Poirot. « Alors peut-être que quelqu'un a voulu rendre les marches un peu trop lisses. » Alors qu'il rejoignait Hastings dans le hall, l'horloge sonna à midi. Poirot s'arrêta au bas de l'escalier, contemplant sa surface brillante, son reflet se reflétant faiblement dans le bois poli. Il toucha pensivement la rampe. « Hastings, hier soir, nous avons suivi des pas dans le couloir. Et si ces pas n'étaient pas destinés à nous guider, mais à nous induire en erreur? Je ne te comprends pas. » Poirot sourit faiblement. « Alors, mon ami, c'est parce que tu cherches toujours l'homme qui marche, mais pas l'homme qui attend. » Il se tourna vers l'aile est, les yeux plissés. « Ce soir, dit-il doucement, nous écouterons à nouveau. Et cette fois, peut-être, les murmures de Ravensmoor
nous livreront-ils leurs secrets? Chapitre 4. L'ombre dans l'escalier. Le matin arriva à Ravensmoor avec réticence. Un pâle soleil filtrait à travers la brume qui enveloppait la lande, se déversant faiblement dans la salle à manger. La famille se rassembla autour de la longue table dans un silence gêné, chacun absorbé par ses pensées. L'argenterie brillait, le café fumait, mais l'air était chargé d'une tension, invisible et pourtant palpable. Lady Harcourt présidait avec sa grâce habituelle, même si son regard trahissait l'insomnie. À sa droite était assis Simon Harcourt, le visage tiré, la main tapotant distraitement sa tasse. En face de lui se tenait Madame Talbot, la gouvernante, l'expression neutre mais le regard perçant et attentif. Au bout de la table, la jeune Evelyn Harcourt, sa fille, était assise, raide, sa fourchette intacte. Poirot entra avec Hastings, s'inclinant légèrement. « Bonjour, mesdames, messieurs, » dit-il gaiement, comme si la maison n'était pas sous le coup de la suspicion. Le soleil, bien que pâle, brille. Même Ravensmoor ne peut pas le protéger, hein? Quelques murmures polis l'accueillirent. Poirot s'assit, plia soigneusement sa serviette et examina la table. « Dites-moi, madame, dit-il à Lady Harcourt, était-ce l'endroit habituel pour le petit déjeuner avant la mort de mademoiselle Langley ?» Lady Harcourt cligna des yeux, interloquée. « Oui, bien sûr. Pourquoi posez-vous cette question ?» Le sourire de Poirot était doux. « Parce que l'ordre, madame, est souvent la première victime de la tragédie. Pourtant, ici, tout se déroule comme prévu, exactement comme avant. La même table, les mêmes arrangements. Curieux, n'est-ce pas ?» Simon eut un petit rire. « Il faut bien qu'on mange quelque part, monsieur Poirot. »« Ah, mais naturellement, » dit Poirot d'une voix douce. « Pourtant, je suis intéressé par la rapidité avec laquelle nous reprenons la routine, même lorsqu'une ombre plane. C'est peut-être une défense contre la vérité. » La remarque resta en suspens, délicate, mais troublante. Poirot prit une gorgée de café et se tut. Après le petit déjeuner, Poirot demanda la permission d'examiner à nouveau les lestes. Lady Harcourt y consentit, mais ne l'accompagna pas. La famille sembla heureuse de se disperser, laissant Poirot et Hastings livrés à eux-mêmes. L'allée paraissait différente à la lumière du jour, moins sinistre, mais toujours oppressante. Des grains de poussière flottaient dans la lumière oblique provenant des hautes fenêtres. L'air sentait vaguement la cire d'abeille et le vieux papier. Poirot s'arrêta près du palier où Béatrice Langley avait fait une chute mortelle. L'escalier brillait étrangement sous le soleil matinal. « Tu vois, Hastings, » dit-il doucement, « cette cire est récente. Elle porte encore les légères strass du tissu qu'il a étalé. » Hastings s'accroupit et examina la surface. « Alors c'est vrai, quelqu'un a ciré les escaliers délibérément. Mais dans quel but ?» Poirot haussa délicatement les épaules. « Pour éviter qu'un pied glisse, peut-être, ou pour qu'un accident paraisse naturel. » Il remonta la pente, s'arrêtant à chaque pas, observant les angles, les distances, et même la légère irrégularité de la rampe. Puis, il s'arrêta. « Ah !» murmura-t-il en se penchant pour examiner une légère éraflure près du bord de la rampe. « Vous remarquez cette marque? C'est celle du talon d'une chaussure. Pas le talon pointu d'une femme, mais celui, plus large, d'un homme. » Hastings fronça les sourcils. « Alors, il y avait un homme ici. Peut-être pour aider ou pour entraver, » dit Poirot d'un ton énigmatique. La distinction, Hastings, réside uniquement dans l'intention. Ils continuèrent à monter jusqu'à la porte de l'ancienne chambre de mademoiselle Langley. Elle était fermée.
Poirot tourna la poignée, et elle s'ouvrit sans résistance. La chambre était propre, intacte depuis la tragédie. Le lit était fait, les rideaux tirés. Un léger parfum de lavande flottait dans l'air. Sur le bureau se trouvaient quelques effets personnels. Un peigne, un miroir et un recueil de poésie aux pages cornées. Poirot le ramassa. « Keats » murmura-t-il, une âme sentimentale. Il feuilleta les pages, s'arrêtant sur un petit bout de papier, indiquant un poème. D'une écriture délicate, Béatrice avait souligné un vers. « Et quand je sentirai, belle créature d'une heure, de 2 heures, que je ne te regarderai plus jamais. » Hastings semblait inquiet. Elle devait être très mélancolique. « Ou très amoureux ?» répondit doucement Poirot. « Et l'amour, mon ami, est le mobile le plus fréquent du meurtre. » Il reposa soigneusement le livre. Il faut se demander qui a pu inspirer un tel sentiment et qui a craint sa découverte. Leurs recherches les conduisirent près des appartements des domestiques, où Poirot s'entretint à voix basse avec Madame Talbot. La gouvernante se tenait raide, les mains jointes. « Vous avez été la première à découvrir le corps, n'est-ce pas, madame ?» demanda Poirot. « Oui, monsieur, j'ai entendu le cri, et j'ai couru de la cuisine. Mademoiselle Langlais gisait au pied de l'escalier. J'ai fait venir Lady Harcourt et Monsieur Simon. » Poirot inclina la tête. « Et vous aviez ciré l'escalier ce matin-là. » Ses yeux clignèrent. « Je ne l'ai pas fait, monsieur, je n'en ai pas reçu l'ordre. » « Alors qui entretient cette partie de la maison ?»« La femme de chambre, Lucie. Mais elle n'est avec nous que depuis quelques mois. »« Ah !» dit Poirot pensivement. « Et où est Lucie maintenant ?»« Dans le jardin, monsieur. Je nettoie les vases en argent. » Poirot s'inclina. « Merci, madame. Ce sera tout. » Alors qu'ils s'éloignèrent, Hastings murmura. « Tu penses que la femme de chambre est impliquée ?» Les lèvres de Poirot se courbèrent légèrement. « N'accusons pas trop tôt, Hastings. Le plus petit rouage peut faire tourner la plus grande roue. Mais d'abord, nous devons écouter. » Ce soir-là, Poirot resta étonnamment silencieux. Il dîna peu, passant la plupart du temps à contempler pensivement les flammes dans l'âtre du salon. Lorsque la maison se retira pour la nuit, il demanda à Hastings de le rejoindre une fois de plus dans l'aile est. Le couloir était à nouveau plongé dans l'obscurité, éclairé seulement par la petite lanterne de Poirot. L'horloge du bas sonna 11 heures. Ils ont attendu. Les minutes passèrent, puis, faiblement, le son retentit. Pas, pause. Les yeux de Poirot brillèrent. « Tu entends, Hastings ? Encore des pas. » Ils suivirent le bruit en silence, s'arrêtant à l'approche de l'escalier. Poirot s'accroupit derrière la rampe, faisant signe à Hastings de se taire. Une silhouette apparut en haut des escaliers, enveloppée d'ombre, se déplaçant avec précaution, comme pour ne pas réveiller la maison. La faible lumière de la lanterne reflétait un éclat métallique dans leurs mains. Poirot se pencha en avant, le cœur stable. La silhouette atteignit la 3e marche, puis s'arrêta, accroupie. Un faible gratteur suivit, comme s'il appliquait quelque chose sur la balustrade. Poirot se leva brusquement. « Cela fera l'affaire, monsieur, ou madame, » dit-il sèchement. La silhouette se figea, puis bondit vers le ciel. Hastings se jeta à leur poursuite, mais ils disparurent dans l'obscurité du couloir. Poirot se pencha vivement et toucha la rampe. Ses doigts en ressortirent couverts de cire. Il les brandit, les yeux plissés. « Hastings, notre meurtrier revient sur les lieux de son art. Il ferait marcher le fantôme à nouveau. » Ils suivirent le tournant du couloir, mais la silhouette avait disparu. Pas de pas, pas de porte entr'ouverte, rien. Le silence s'installa à nouveau.
Poirot se redressa, respirant doucement. « Voyez-vous, Hastings, celui qui craint d'être découvert agit avec imprudence. Ce soir, il ou elle s'est trahi. »« Les avez-vous reconnus ?» demanda Hastings, essoufflé. Le regard de Poirot s'attarda sur le couloir sombre. « Non, mais je sais maintenant qu'il ne s'agit pas seulement d'un crime passionnel. C'est un crime de correction. Quelqu'un cherche à mettre de l'ordre dans une fin désordonnée. » Il ferma la lanterne, plongeant le couloir dans l'ombre. « Demain, dit-il doucement, nous verrons quelle main porte la marque de cire. » Il se retourna vers leur chambre, l'écho de ses pas précis traversant l'obscurité murmurante, tandis que quelque part au-dessus d'eux, la maison semblait soupirer à nouveau. Un vieux murmure fatigué à travers ses murs anciens. Chapitre 5. La lettre dans les cendres. Les paroles de Madame Talbot flottaient dans l'air comme une légère odeur de fumée après un incendie, persistante, âcre et difficiles à ignorer. Les yeux de Poirot se plissèrent légèrement, mais son ton resta calme. « Vous n'avez pas ciré l'escalier, répéta-t-il. Alors, madame, qui a fait cette tâche ?» Les mains de Madame Talbot s'agitèrent. « Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je supervise le ménage, mais ce jour-là, j'ai été appelé en déplacement. Il manquait une cuillère au service en argent de Lady Harcourt. J'ai envoyé Marie, la servante, polir la balustrade. » Poirot arqua délicatement les sourcils. « Et cette Marie a-t-elle aussi poli l'escalier ?»« Je suppose que oui, monsieur. Elle a été minutieuse. » Poirot émit un léger bourdonnement. « Ah, minutie, une telle vertu, jusqu'à ce qu'elle devienne fatale. » Il s'inclina légèrement et se retourna pour partir, mais s'arrêta sur le seuil. « Encore une chose, madame. Dites-moi, mademoiselle Langley a-t-elle jamais reçu des lettres? Des lettres privées, peut-être ?» Madame Talbot hésita. « C'est vrai, monsieur, de petites enveloppes, sans marque de retour. Je les ai laissées sur son bureau, comme indiqué. » Et a-t-elle déjà répondu? « Une ou deux fois. Elle a brûlé le reste, je crois. » Poirot inclina gravement la tête. « Merci, madame, ce sera tout. » Alors qu'ils s'éloignaient, Hastings parla à voix basse. « Vous pensez qu'elle avait un correspondant secret? Pas seulement un secret, Hastings, dangereux. » Les yeux de Poirot brillèrent. Des lettres d'amour, peut-être, ou du chantage. Les deux sont souvent liés par le même lien. Ils s'engagèrent dans le couloir principal. Le matin n'était plus sombre. Un pâle soleil filtrait à travers les étroites fenêtres, illuminant les particules de poussière dans l'air. Poirot s'arrêta devant la porte du salon et la frappa légèrement avant d'entrer. La pièce était vide, à l'exception de Simon Harcourt, debout près de la cheminée, le regard perdu dans les cendres froides. Il sursauta légèrement à l'entrée de Poirot. « Monsieur Poirot, je ne vous ai pas entendu entrer. »« Ah, mais c'est peut-être parce que vous êtes perdu dans vos pensées, » dit doucement Poirot. « Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir hypnotique de la cheminée. Elle invite à la confession. » Simon esquissa un sourire forcé. « Tu donnes l'impression que j'ai quelque chose à avouer. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « D'après mon expérience, monsieur, tout le monde est à quelque chose. La question est seulement, est-ce que cela concerne les morts ?» Simon fronça les sourcils et se tourna vers l'âtre. « Tu es très direct. »« Je suis belge, » répondit Poirot d'un ton léger. « Nous sommes des gens pragmatiques. » Un instant, le silence régna. Le regard de Poirot se posa sur les pierres du foyer. Parmi les cendres grises se trouvait quelque chose qui captait la faible lumière. Du papier à moitié brûlé, aux bords recourbés comme des pétales. « Ah !» murmura Poirot. « Puis-je » Sans attendre la permission,
Il sortit sa pince en argent et souleva le fragment de la grille. Hastings se pencha, tandis que Poirot l'examinait. Il s'agissait d'une partie d'une lettre. Seuls quelques mots étaient lisibles. « Je ne peux plus le supporter. Tu as promis. » Et en dessous, la légère courbe d'une signature, se terminant par Tris. Hastings poussa un soupir. « Mon Dieu, c'est l'écriture de Béatrice. » Poirot replia délicatement le fragment dans son portefeuille. « En effet, mon ami. Et remarquez, quelqu'un a tenté de le détruire, après sa mort. Le papier est carbonisé de façon inégale. L'encre est encore fraîche par endroits. Il a peut-être été brûlé à la hâte. » Simon se retourna brusquement. « Suggères-tu que je… » Poirot leva la main. « Non, non, monsieur. Je ne suggère rien. Mais j'ai observé. » Il regarda de nouveau les cendres, puis l'expression tendue de Simon. « Dites-moi, quand avez-vous vu mademoiselle Langlais vivante pour la dernière fois ?» Simon hésita. « La veille de sa mort. Nous avons discuté brièvement dans la salle de musique. Elle semblait bouleversée. »« Énervée ? À cause de quoi ?» Il hésita encore. « Une dispute. Elle m'a accusé de trahison, de bêtise. Elle avait des illusions. »« À propos d'amour ?» demanda doucement Poirot. La mâchoire de Simon se serra. « Si tu veux savoir, oui. Elle s'était trop attachée à moi. J'ai essayé de la laisser retomber doucement. »« Doucement, » répéta Poirot. « Ce n'est pas toujours aussi doux pour celui qui tombe. » Simon se détourna, la voix plus haute. « Je lui ai dit que ça devait s'arrêter, que c'était impossible. » Le regard de Poirot s'aiguisa. « À cause de Lady Harcourt ?» Simon se figea. « C'est absurde. » Le ton de Poirot resta calme. « Ah, mais vous êtes son gendre, n'est-ce pas? Lié par la famille, par la réputation, et peut-être mademoiselle Langlais souhaitait-elle parler de cet attachement ?» La main de Simon tremblait, tandis qu'il attrapait la cheminée. Elle ne l'aurait pas fait. Elle savait que ça gâcherait tout. Poirot hocha lentement la tête, le regard fixe. « Exactement, monsieur. Et peut-être, quelqu'un craignait-il qu'elle ne parle malgré tout. » Il se tourna vers Hastings. « Viens, mon ami. Laissons monsieur Harcourt à ses pensées. » Alors qu'il partait, Hastings murmura. « Tu penses que lorsqu'il l'a fait ?» Poirot esquissa un léger sourire. « Je crois qu'il cache quelque chose, mais peut-être pas un meurtre. Un homme qui brûle des lettres n'est pas toujours un tueur. Parfois, c'est juste un lâche. » Cet après-midi-là, Poirot se promena dans la véranda. L'air était chargé d'un parfum de terre et de lys. Evelyne Harcourt était assise seule, dessinant sans enthousiasme à la lumière des fenêtres. « Ah, mademoiselle, » dit Poirot chaleureusement, « vous avez l'âme d'une artiste, chose rare dans une maison si silencieuse. » Elle leva les yeux, surprise. « Monsieur Poirot, je ne vous ai pas entendu entrer. »« J'avance doucement, mademoiselle. C'est une habitude de mon métier, et par curiosité. » Ses lèvres tressaillirent légèrement. « Tu dois trouver Ravensmoor bien lugubre. »« Au contraire, » dit Poirot. « C'est éloquent. Ici les murs murmurent, mais ne mentent pas. Dites-moi, mademoiselle Langlais s'est-elle confiée à vous ?» Le crayon d'Evelyne s'immobilisa. « Nous étions amis, elle était gentille avec moi, mais vers la fin, elle a eu peur. Elle pensait que quelqu'un la suivait la nuit. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, les pas. Et vous, les avez-vous déjà entendus ?»« Oui, » murmura-t-elle. « Une fois, 2 nuits avant sa mort. J'ai cru que c'était Simon, mais quand j'ai appelé, il n'y a pas eu de réponse. » Poirot inclina gravement la tête. « Et pourtant, tu n'as rien dit. » « Je ne voulais pas causer de problème. Il y avait déjà des disputes entre eux. »« Entre Simon et Béatrice ?» Elle hocha la tête à contre-cœur. «
À cause de l'argent, je crois. Ou peut-être de la jalousie. Béatrice a dit qu'elle avait trouvé quelque chose, un secret sur la famille, et que ça mettrait fin aux mensonges. Je lui ai dit d'être prudente. Le regard de Poirot s'aiguisa. Un secret, mademoiselle, très intéressant. Et elle t'a dit ce que c'était. Non. Le lendemain, elle était morte. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'épaississait, Poirot se tenait de nouveau devant l'escalier. La cire brillait faiblement sous la lumière du gaz. Hastings le rejoignit, le visage sombre. « Tu as quelque chose, n'est-ce pas, Poirot ?»« Ah, mon ami, » murmura Poirot. « J'ai des fragments, les pièces d'un puzzle, une lettre en cendres, une clé dans le couloir, un murmure d'amour et de trahison. Il ne reste plus qu'à les assembler. » Il se tourna vers l'aile est, son expression indéchiffrable. « Mais ce soir, Hastings, nous ne chasserons pas les fantômes. Nous s'attendaient pour eux. »« Attends, » répéta Hastings. Poirot hocha la tête. « Oui, le meurtrier se croit invisible, mais dans une maison qui murmure, même le silence parle. Et moi, Hercule Poirot, j'ai bien l'intention d'écouter. » Le vent se leva dehors, gémissant à nouveau dans les cheminées. Les lampes vacillèrent. Quelque part au fond du hall, une porte s'ouvrit en grinçant, lentement, délibérément. Les yeux de Poirot brillaient dans la pénombre. « Le jeu, » dit-il doucement, « est sur le point de commencer. » Chapitre 6. Le visiteur nocturne. La nuit pesait lourdement sur Ravensmoor. Le vent gémissait dans les cheminées, et la vieille maison semblait se déplacer et soupirer à chaque rafale. Poirot était assis seul dans le salon, une petite lampe éclairant sa silhouette soignée. Ses mains étaient jointes avec précision devant lui, le bout des doigts se touchant. Hastings était assis en face, agité, jetant souvent des coups d'œil vers les rideaux des fenêtres. « Tu comptes vraiment rester éveillé toute la nuit, Poirot ?» demanda-t-il enfin. « Même les meurtriers ont besoin de repos. » Poirot sourit faiblement. « Ah, mon ami, vous confondez fatigue et patience. Le meurtrier peut dormir, mais pas sa conscience, et c'est la conscience que j'attends. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. 11h30. À 7h, les secrets s'agitent. 1 heure plus tard, le silence de Ravensmoor fut rompu par un léger bruit. Le craquement d'une planche quelque part dans le couloir et Poirot se leva sans bruit. « Viens, Hastings, » murmura-t-il. « Nous marchons aussi doucement que les ombres. » Ils traversèrent le couloir sombre, guidés par la faible lueur de la lanterne de poche de Poirot. Le silence était immense, rompu seulement par le grognement sourd de la vieille maison et le soupir lointain du vent. Puis, ils entendirent une porte se refermer doucement. Poirot fit signe à Hastings de s'arrêter. Au palier supérieur, une faible lumière vacilla brièvement, puis disparut. « L'aile est, » murmura Poirot, « comme je m'en doutais. » Il monta l'escalier, chaque pas mesuré, chaque son mesuré. En haut, le couloir s'étendait devant eux, long, étroit, bordé de portraits dont les yeux peints semblèrent suivre leur passage. Un léger bruissement résonna au fond du couloir, près de la chambre de Béatrice Langlais. Poirot s'approcha, le faisceau de sa lanterne perçant l'obscurité. Soudain, une ombre se glissa sur le mur. « Qui est là ?» chuchota Hastings. Poirot leva la main. « Patience. » Il fit encore quelques pas, puis s'arrêta. La porte de la chambre de Béatrice était légèrement entr'ouverte. Un mince filet de lumière de bougie vacillait à travers l'entrebâillement. Poirot poussa doucement la porte. À l'intérieur, l'air était immobile. Une bougie brûlait sur le bureau, projetant de longues ombres tremblantes sur les murs. Près d'elle,
se tenait une silhouette vêtue d'un manteau, encapuchonnée, immobile. « Bonsoir », dit calmement Poirot. La silhouette sursauta violemment et se tourna vers lui. La capuche s'ouvrit, révélant un visage pâle et effrayé. C'était Evelyn Harcourt. « Monsieur Poirot » s'exclama-t-elle. « Vous m'avez fait sursauter. » La voix de Poirot était douce. « En effet, mademoiselle, il est rare de voir une jeune femme visiter la chambre d'une défunte à minuit. Je n'ai pas pu dormir, dit-elle rapidement. J'ai cru entendre quelque chose. Je suis venu voir. Ah oui, dit doucement Poirot. Et tu as apporté la bougie pour chasser les fantômes? Ses lèvres tremblaient. Tu crois que je mens? Je crois, répondit Poirot en s'approchant, que vous avez peur, peut-être pas des fantômes, mais de quelque chose de vivant. Le regard d'Evelyne se porta sur le bureau. Poirot suivit son regard. Il y avait une petite boîte en bois, le couvercle légèrement ouvert. À l'intérieur se trouvait une demi-douzaine de lettres attachées avec un ruban délavé. « Ah !» souffla Poirot. « La correspondance de mademoiselle Langlais. » Evelyne fit mine de fermer la boîte, mais Poirot leva la main. « Permettez-moi, mademoiselle. » Il dénoua le ruban et en tira une lettre. L'écriture était élégante et masculine. Il lut à haute voix et doucement. « Ma chère B, tu ne dois pas parler de ce que tu as trouvé. Promets-le-moi, pour notre bien à tous les deux. S'il savait, tout serait détruit. » Poirot leva les yeux. « Vous les avez lus ?» Le silence d'Evelyne était une réponse suffisante. « Tu n'aurais pas dû venir seul ici, » dit doucement Poirot. « Certains préféreraient que ces lettres restent perdues à jamais. » Sa voix se brisa. « Je ne voulais pas les cacher. Je voulais juste connaître la vérité. Béatrice m'a dit avant de mourir qu'elle avait trouvé la preuve que Lady Harcourt n'est pas celle qu'elle prétend être. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, très intéressant. Allez-y, mademoiselle. Elle a trouvé des papiers, de vieux papiers, dans le coffre de la bibliothèque. Ils prouvent que Lady Harcourt n'était pas réellement mariée à Lord Harcourt. Le mariage avait été annulé des années auparavant, en secret. Si cela était révélé, l'héritage de Simon disparaîtrait. » Hastings siffla dans sa barbe. « Bon Dieu !» Poirot hocha lentement la tête. « Et un tel savoir, mademoiselle, vaut la peine de tuer pour lui. » Evelyne se couvrit le visage. « Je ne pensais pas que c'était vrai. Mais quand Béatrice est morte, quand elle est tombée, je me suis demandé... » Poirot posa une main sur son épaule. « Courage, mademoiselle. La vérité, elle se cache, certes, mais elle ne peut disparaître. Dites-moi, qui savait qu'elle avait ces lettres? Je ne sais pas. Peut-être Simon. Ou Lady Harcourt. Elle était furieuse contre Béatrice la veille de sa mort. »« Furieux ?» répéta Poirot. « Pour quelle raison ?» Evelyne hésita. Elle a accusé Béatrice d'ingérence, de répandre des mensonges sur la famille. Poirot sourit faiblement. Les mensonges sont souvent le miroir dans lequel la vérité commence à se révéler. Il remit les lettres en place et referma la boîte. « Vous pouvez quitter cette pièce, mademoiselle. Et ne parlez pas de notre petite découverte. Rien du tout, vous comprenez ?» Evelyne hocha la tête en silence et partit, la lueur des bougies vacillant dans le couloir. Lorsque ses pas s'éloignèrent, Poirot se tourna vers Hastings. « Eh bien, » dit doucement Hastings, « cela change plutôt les choses, n'est-ce pas ?» Poirot hocha la tête, l'air grave. « En effet, l'amour devient une affaire de légitimité et d'héritage, Hastings. Quand l'amour et l'argent dansent ensemble, la mort se joint toujours à eux. » Il s'approcha de nouveau du bureau, ses doigts gantés suivant le veinage du bois. Puis il se pencha brusquement, examinant quelque chose qui brillait faiblement près du pied du bureau. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ?» Il prit un petit bouton de manchette,
en or, gravé d'un blason, un faucon tenant un poignard. Hastings regarda de plus près. « C'est le blason d'Harcourt. »« Exactement, et ceci, mon ami, n'est pas la parure d'une dame. » Poirot se redressa, un léger sourire dessinant ses lèvres. « Maintenant, nous avons les deux, les lettres et le lien. La question demeure. Qui a voulu brûler l'une et perdre l'autre ?» Il rangea soigneusement le bouton de manchette dans sa poche. « Nous retournerons à la bibliothèque demain matin. Des secrets se cachent derrière ces murs murmurants. Et je crois que la maison elle-même commence à se confesser. » Dehors, le vent se leva de nouveau, s'abattant contre les fenêtres, avec un son creux et rauque. Quelque part au fond de la maison, une horloge sonna 2 heures. Poirot éteignit la bougie et resta un moment dans l'obscurité, à écouter. Le meurtrier, Hastings, dit-il doucement, rôde toujours parmi nous. Mais bientôt, très bientôt, les murs murmurants prononceront son nom. Et sur ce, le grand détective se retourna, sa silhouette se découpant sur le couloir sombre, tandis que Ravenmoor tremblait sous le vent agité. Chapitre 7. Le deuxième cri. La nuit qui suivit fut d'un silence pesant. Ravenmoor semblait retenir son souffle sous le poids de ses propres ombres. La pluie qui avait menacé tout l'après-midi finit par tomber, douce d'abord, puis martelant les longues fenêtres comme des mains impatientes. Quelque part au fond des couloirs, une horloge sonna minuit. Poirot, assis près du feu dans la petite salle de lecture, remuait son café avec la précision qui le caractérisait. Ses petites cellules grises, comme il l'aurait dit, étaient à l'œuvre. Hastings, assis en face de lui, étouffa un bâillement. « Mon cher Hastings », dit soudain Poirot, en posant sa cuillère avec un léger tintement. « Ne trouvez-vous pas curieux cette maison où tout le monde ment, mais où personne n'avoue avoir un mobile suffisant pour tuer ?» Hastings fronça les sourcils. « C'est vraiment embrouillé. Mais vous ne pensez pas que Madame Lytton a vraiment entendu quelqu'un se disputer devant sa chambre hier soir ?»« Je crois, mon ami, » dit Poirot, les yeux brillants, « que Madame Lytton entend exactement ce qu'elle souhaite entendre. La question est « pourquoi ?» Avant qu'Hastings puisse répondre, un cri aigu interrompit le bruit de la pluie. Il provenait de quelque part dans le couloir est, le cri d'une femme, strident et terrifié. Poirot se releva instantanément. « Allons, Hastings, ce n'était pas un souvenir. » Ils s'élancèrent dans le couloir, les becs de gaz vacillant à chaque rafale de vent qui traversait la vieille pierre. Arrivés à la source, un étroit couloir devant le bureau de feu, Sir Marcus, ils trouvèrent Clarissa debout contre le mur, pâle comme un parchemin, une main serrée sur la gorge. « Mademoiselle Clarissa !» s'exclama Hastings. « Mais qu'est-ce que… »« Le tableau !» murmura-t-elle en désignant la porte ouverte. Il était au mur, et maintenant il a disparu. Ils entrèrent. Le bureau était tel que Poirot l'avait vu la dernière fois. Le bureau était bien rangé, les papiers intacts, mais le grand portrait accroché au-dessus de la cheminée, représentant un ancêtre de la famille Lytton, au visage sombre, avait disparu. À sa place, le papier peint laissait apparaître de légères traces de poussière. Poirot se pencha, examinant le tapis en dessous. Aucun fragment. Il n'était pas brisé, il était pris, murmura-t-il. Hastings, observe. Le clou a été retiré avec précaution, pas arraché. C'est un acte délibéré, pas de panique. « Mais pourquoi voler un tableau ?» demanda Hastings. « Voilà, mon ami, ce que nous demanderons lorsque le voleur sera démasqué. » Tandis que Clarissa tremblait, Madame Lytton apparut, sa robe de chambre nouée à la hâte, suivie de l'inspecteur Crail, qui semblait plutôt peu ravi d'être tiré de sa chambre.
C'est quoi ce truc-là » aboya l'inspecteur. « Un tableau volé, vous dites » Clarissa hocha faiblement la tête. Poirot désigna le mur vide. Creil fronça les sourcils. « Zut, je pensais qu'on arrêterait les excès de théâtre après les funérailles. Cet endroit engendre l'hystérie comme l'humidité engendre la moisissure. » La voix de Poirot était douce, presque trop calme. « Peut-être, inspecteur, mais la tromperie se propage encore plus vite, n'est-ce pas? Il faut être vigilant. » Il se tourna vers Clarissa. « Mademoiselle, vous dites avoir vu le tableau il y a quelques instants. Était-il intact? » « Oui, balbutia-t-elle. Je suis passé il y a à peine 10 minutes. Puis, j'ai entendu un bruit, comme du bois qui gratte. Et quand j'ai regardé à l'intérieur, il avait disparu. » Poirot étudia attentivement son visage. Son regard se posa sur l'inspecteur, puis se détourna. Un léger tremblement parcourut ses mains. « Tu es sûr que tu étais seule ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita un instant de trop. « Oui, toute seule. » L'expression de Poirot ne changea pas, mais Hastings, qui avait déjà vu ce regard, savait que la réponse n'avait fait qu'accroître les soupçons de Poirot. Le lendemain matin, la tension monta dans la maison. Le petit déjeuner était fade. Lady Ravenscroft se plaignait d'un mal de tête. Madame Lytton s'en prenait sèchement à la servante. Et même Hastings sentait le poids oppressant des secrets qui pesaient sur l'atmosphère. Poirot, quant à lui, était radieux. « Aujourd'hui, Hastings, dit-il en dégustant des toasts et de la marmelade, nous allons mener une expérience psychologique. Ce sera délicat comme défaire un nœud, mais avec finesse, n'est-ce pas? Quel genre d'expérience? Un truc qui mettra les nerfs d'un menteur à rude épreuve. » Avant qu'Hastings puisse insister, le majordome entra, le visage grave. « Monsieur Poirot, vous avez demandé à être informé si quelqu'un s'approchait à nouveau du bureau. On y a vu mademoiselle Clarissa tout à l'heure, monsieur. Elle semblait bouleversée. » Poirot se leva aussitôt. « Allons, Hastings. L'intrigue s'épaissit comme mon excellent chocolat belge. » Lorsqu'ils entrèrent dans le bureau, Clarissa était agenouillée près de la cheminée, les mains serrées contre un objet, enveloppé dans un tissu. En voyant Poirot, elle sursauta et le cacha derrière son dos. « Mademoiselle, » dit doucement Poirot, « vous avez là quelque chose que vous ne devriez peut-être pas. » Son visage se décomposa. « Je l'ai trouvé ici, je le jure. Quelqu'un a dû l'oublier. » Poirot prit délicatement le paquet et le déballa. À l'intérieur se trouvait le portrait manquant, sa toile soigneusement découpée dans le cadre. Mais il y avait autre chose. Une lettre pliée, scellée à la cire rouge, glissée entre les plis. Poirot ne l'ouvrit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda Clarissa avec un calme pénétrant. « Vous aimiez bien Sir Marcus, non ?» Ses lèvres tremblaient. « Il a été gentil avec moi, plus gentil que la plupart. » Ah ! Poirot hocha lentement la tête. « Et la gentillesse, mademoiselle, peut être une monnaie d'échange dangereuse quand on la prend pour de l'affection. » Il déposa la lettre sur la table sans l'ouvrir. « Ceci, je crois, pourrait nous expliquer pourquoi les murs murmurants de Ravenmoor ne sont pas restés silencieux. » Creil entra juste à ce moment-là, l'air agacé. « Une autre découverte, Poirot. Je suppose que vous allez nous dire que le tableau s'est kidnappé. » Poirot esquissa un léger sourire. « Non, inspecteur, le tableau a été retiré pour révéler quelque chose qui n'aurait jamais dû être caché. » Il fit un geste vers le mur nu au-dessus de la cheminée. Le contour flou du cadre, vu sous un certain angle, montrait une décoloration, une petite tache carrée là où le papier peint avait été remplacé. Poirot la toucha légèrement. Derrière tout cela, j'imagine, se cache un secret.
Creil gémit. « Tu ne suggères pas… » »« Je ne suggère rien, » dit Poirot. « J'observer. » Il prit un petit couteau dans le tiroir du bureau et souleva le bord du papier peint. Un renfoncement apparut. Un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une liasse de papier pliée, brunie par le temps. Hastings se pencha. « Mais qu'est-ce que… » Les yeux de Poirot brillèrent. « Un testament, mon ami. Daté, mais jamais signé. Et si je ne me trompe pas, qui désigne un bénéficiaire assez différent de celui lu aux funérailles. » La pièce devint complètement silencieuse. Poirot se tourna vers Clarissa. « Mademoiselle, savez-vous à qui appartient le nom inscrit sur cette page ?» Sa voix était un murmure. « À moi. » Poirot inclina légèrement la tête. « Comme il se doit. Et maintenant, le mystère commence à parler. » Chapitre 8. La chambre sous la bibliothèque. Le matin se leva, froid et pâle. La lumière filtrait par les hautes fenêtres de Ravensmoor comme des doigts hésitants. Poirot était déjà réveillé, impeccablement vêtu comme toujours, même si la fatigue des nuits blanches se lisait faiblement sous ses yeux. Hastings entra en se frottant vivement les mains. « Tu penses encore à ces lettres, hein, Poirot ?»« Ah, mais oui, » répondit Poirot. « Les lettres, le bouton de manchette, les murs murmurant, chacun une petite voix dans la grande symphonie du mensonge. Et maintenant, Hastings, il nous faut écouter la note finale. » Le petit déjeuner à Ravensmoor était discret. Lady Harcourt était assise en bout de table, le visage fragile, les mains légèrement tremblantes lorsqu'elle leva sa tasse. Simon Harcourt fixait son assiette d'un air morose. Evelyn évitait leurs regards, tandis que le colonel Whitby mâchait dans un silence sinistre. Le regard de Poirot passa de l'un à l'autre. « Quel tableau charmant !» murmura-t-il. « Et pourtant je sens que notre hôtesse n'apprécie pas son repas. » Lady Harcourt leva brusquement les yeux. « Vous vous trompez, monsieur Poirot. Je n'ai tout simplement pas bien dormi. »« Ah, mais qui d'entre nous l'a fait ?» demanda-t-il d'un ton léger. « Ravensmoor est une maison qui rêve tout haut, n'est-ce pas? Le vent dans les murs, les pas qui marchent là où personne ne devrait. » Sa cuillère claqua contre la soucoupe. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Seulement que votre maison parle, madame. Et parfois, il faut écouter attentivement pour entendre sa confession. » Simon fronça les sourcils. « Tu parles par énigme, Poirot. Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. » Poirot inclina la tête. « Avec le temps, monsieur. Mais d'abord, je dois faire un petit tour dans votre bibliothèque familiale. Vous me le permettrez peut-être. » Lady Harcourt serra les lèvres. « La bibliothèque? Pourquoi faire ?» Poirot sourit faiblement. « Parce que c'est là que vos secrets ont été découverts, madame. Et là, je crois, que l'on demeure. » La bibliothèque de Ravensmoor était une cathédrale d'ombres et de poussière. De hautes étagères s'élevaient jusqu'au plafond, remplies de volumes au dos décoloré par le temps. Un bureau massif en chêne trônait au centre, et au-dessus, le portrait de Lord Harcourt le regardait d'un air sévère. Un homme dont le regard, même peint, semblait accusateur. Poirot passa la main sur le mur lambrissé derrière le bureau. « Voyez-vous, Hastings, l'architecture est des plus curieuses. Il y a un écho, une double résonance, quand on frappe ici. » Il frappa le panneau du poing. Un son sourd et creux lui répondit. « Tu penses qu'il y a un espace derrière ?» demanda Hastings. « Je le sais, » dit Poirot. « Et là où il y a un espace caché, il y a une raison à sa dissimulation. » Il appuya sur les bords, jusqu'à ce que ses doigts trouvent une petite empreinte. Un léger clic suivit, et une étroite section du panneau s'ouvrit vers l'intérieur,
révélant un passage sombre, descendant par un court escalier de pierre. « Seigneur, souffla Hastings, une chambre secrète. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Ravenmoor, mon ami, est une demeure bâtie sur des secrets. » Ils descendirent prudemment. L'air était humide, chargé d'une odeur de terre et d'une légère odeur métallique. La lanterne de Poirot projetait de longues ombres tremblantes le long des murs. Au fond se trouvait une petite pièce, vide, à l'exception d'une table et d'un coffre contre le mur du fond. Poirot s'approcha du coffre. La serrure avait été cassée récemment. De récentes rayures entachaient le laiton. À l'intérieur se trouvait une pile de vieux papiers, des registres et, en dessous, un médaillon en argent. Il le souleva délicatement. À l'intérieur se trouvait un portrait miniature d'une femme, Béatrice Langley. En face, caché derrière le cadre, se trouvait un mot plié. Poirot le déplia et lut à haute voix. « Si je devais mourir, ce ne serait pas accidentel. La vérité se cache en dessous. Belle. » Hastings expira lentement. Elle savait qu'elle était en danger. « Exactement, » dit doucement Poirot. « Et elle nous a laissé son testament, ici, littéralement sous nos pieds. » Il reporta son attention sur les papiers. Parmi eux se trouvaient des actes, des lettres et des documents juridiques, preuve de l'annulation dont Evelyn avait parlé. La fortune des Harcourt, le titre, tout reposait sur un mensonge. Soudain, un bruit retentit au-dessus de la porte, un grincement strident du panneau. Poirot et Hastings se figèrent, des pas, lents, délibérés, descendants. Poirot leva sa lanterne. « Vite, Hastings, éteignez la lumière. » Ils pénétrèrent dans l'ombre, juste au moment où la silhouette entrait. Grande, large d'épaules, avançant avec l'assurance de quelqu'un qui connaît le chemin. Un faisceau lumineux jaillit d'une torche, traversant la pièce. Il s'arrêta sur le coffre ouvert. L'intrus jura à voix basse et se pencha. Dans la pénombre, Poirot aperçut l'éclat d'une chevalière, les armoiries de Harcourt. « Simon, » murmura Poirot. Hastings se tendit. « On l'arrête ?»« Pas encore, » murmura Poirot. « Qu'il se révèle. » Simon feuilleta les papiers en marmonnant. « Où est-il? Où l'a-t-elle mis ?» Il trouva le médaillon, l'ouvrit et se figea. « Alors c'est ici que tu l'as caché, Béatrice. Tu es une petite futée. » Poirot s'avança. « Vraiment, elle était intelligente, monsieur. Assez futée pour prévoir que sa mort vous conduirait ici. » Simon se retourna, le visage pâle, les yeux écarquillés. Poirot. « Mais qu'est-ce que tu fous? Non, monsieur, que fais-tu? Tu cherches la preuve qui pourrait te ruiner? Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors pourquoi pénétrer dans une chambre secrète dont seul l'architecte et Lord Harcourt lui-même auraient connaissance? » La mâchoire de Simon se serra. « Je suis venu détruire ce qui aurait dû l'être depuis longtemps, pour ma mère. » La voix de Poirot était calme, mais tranchante comme une lame. « Pour elle ou pour vous-même? Parce que si ces documents étaient rendus publics, vous perdriez tout, le titre, l'héritage, le nom même que vous portez. » La respiration de Simon s'accéléra. « Tu ne comprends pas. » Béatrice la faisait chanter. Ma mère n'en pouvait plus. Elle était malade, terrifiée. Béatrice la poussait trop loin. « Ah !» dit doucement Poirot. « Alors c'est Béatrice qui est tombée, et Lady Harcourt qui a regardé. » Le regard de Simon se tourna vers la lanterne. L'espace d'un instant, Poirot crut se jeter sur lui, mais les épaules de l'homme s'affaissèrent. Ce n'était pas prévu. Elle a essayé d'arrêter Béatrice, c'est tout. Elle ne voulait pas la tuer. Poirot soupira. Et pourtant, mademoiselle reste allongée, glaciale, tandis que votre mère tremble à l'étage. Telles sont les tragédies qui naissent du mensonge. Il s'approcha. « Vous venez avec nous, monsieur.
La justice doit entendre toute l'histoire. Simon hésita, puis hocha lentement la tête, vaincu. Tandis qu'il gravissait l'étroit escalier, Poirot marqua une pause, jetant un dernier regard dans la chambre en contrebas. Le faisceau de sa lanterne balaya les murs, et quelque chose brillait faiblement derrière le coffre. Une deuxième porte. Il fronça les sourcils. « Hastings, sers-toi de moi. Il y a encore un autre secret dans cette maison. » Hastings gémit. « Seigneur, Poirot, combien peut-il y en avoir encore ?» Poirot sourit faiblement. « À Ravenmoor, mon ami, on ne sait jamais avec certitude où finissent les murs et où commence la vérité. » Et sur ce, ils se retournèrent vers la porte cachée, ignorant que la véritable révélation les attendait, encore dans l'obscurité au-delà. Chapitre 9. Le portrait des mensonges. La porte dérobée s'ouvrit en grand derrière le coffre, ses contours à peine discernables dans l'obscurité. Poirot resta immobile, la faible lueur jaune de sa lanterne vacillant sur les pierres anciennes. Hastings, retenant encore son souffle après sa confrontation avec Simon, jeta un regard inquiet vers l'obscurité au-delà. « Bon Dieu, Poirot, murmura-t-il. N'avons-nous pas eu assez de révélations pour une nuit ?» Poirot se retourna, les yeux brillants. « Quand on commence à décortiquer les couches de tromperie, mon ami, il faut se préparer à découvrir que la corruption est profonde. Il y a quelque chose derrière ce mur, quelque chose que Lady Harcourt craignait que nous découvrions. » Simon, pâle et secoué, s'appuya contre les marches de pierre. « Tu as eu ta preuve. Laisse-la, Poirot. Tu ne nous as pas assez humiliés. » Le regard de Poirot s'adoucit, presque empreint de pitié. « Vous me trompez, monsieur. Je ne recherche pas l'humiliation, seulement la vérité. Et la vérité, hélas, est souvent le châtiment le plus cruel. » Il fit signe à Hastings de l'aider à déplacer le lourd coffre. Ensemble, ils l'écartèrent, révélant une porte étroite, dont le seuil haut était marqué par une légère odeur d'huile et quelque chose de plus subtil, la décomposition. Poirot se pencha et leva sa lanterne, éclairant le tunnel au-delà. Elle était courte, pas plus de 3 mètres de long, et se terminait par une petite alcôve de pierre. À l'intérieur se trouvait un objet qui fit reculer Hastings. C'était une chaise, simple, en bois, usée par le temps. Sur elle reposait une forme enveloppée d'un tissu sombre. Poirot avança lentement. « Reste ici, Hastings. » « Poirot, au nom de Dieu, qu'est-ce que… » Il l'ignora et s'agenouilla près de la chaise. Le tissu, lourd de poussière, collait à la silhouette en dessous. D'un geste délicat, Poirot le retira, et sous les plis apparut le visage momifié d'un vieil homme. « Mon Dieu !» souffla Poirot. « Lord Harcourt. » Hastings resta bouche bée. Mais il a été enterré. On dit qu'il est mort à l'étranger. Le visage de Poirot était grave. C'est ce qu'ils ont fait. Mais il semble, mon ami, que Lord Harcourt n'ait jamais quitté Ravenmoor. Il examina attentivement les restes. Une montre en or reposait sur ses genoux, sa chaîne rouillée mais intacte. Poirot l'ouvrit, révélant les initiales gravées. H. À l'intérieur, le dernier tic-tac résonnait encore faiblement. Impossible, bien sûr, une illusion de son esprit fatigué. Il la referma doucement. La voix de Simon tremblait derrière eux. « Ce n'est pas… Non, ça ne peut pas être lui. Mon père est mort il y a des années. » Poirot se leva lentement, la lanterne projetant sa petite silhouette dans de longues ombres déformées. « Non, monsieur, il a été assassiné, enfermé sous sa propre bibliothèque, afin que sa mort puisse être réécrite comme un récit de voyage et de maladie. Et il a attendu ici, silencieux, pendant que sa famille bâtissait sa fortune sur la tromperie. »
Le visage de Simon se déforma d'horreur. « Tu ne peux pas le prouver. »« Non. » Poirot fit un geste vers le mur. « Regarde là. » Incrusté dans la pierre, de légères marques, des griffures profondes et désespérées, gravées par les ongles, les derniers appels d'un homme enterré vivant. Hastings se détourna, visiblement secoué. Mon Dieu, quelle folie! La voix de Poirot était douce, mais cinglante. Une folie née de l'avidité, du pouvoir, de la peur. Lady Harcourt craignait peut-être le scandale. Ou peut-être craignait-elle que son mari ne détruise tout ce qu'elle avait acquis. Le motif est le même, comme toujours, préserver son illusion de contrôle. Ils restèrent là, dans un silence pesant. Poirot recouvrit enfin les restes, l'air solennel. « Venez, il faut mettre tout cela au jour, au sens propre comme au sens figuré. » Lorsqu'ils sortirent du passage, l'aube commençait à percer les hautes fenêtres de Ravensmoor, projetant des traînées grisâtres sur le sol. Lady Harcourt était assise dans la bibliothèque, toujours en chemise de nuit, le regard perdu dans le vide. Les flammes étaient faibles, une lueur orange fantomatique se reflétant dans ses yeux. Poirot s'approcha, ses chaussures silencieuses sur le tapis. « Madame, nous avons retrouvé votre mari. » Elle releva lentement la tête, une légère lueur d'effroi traversant son visage. « Que veux-tu dire ?»« Dans la chambre en dessous, » dit doucement Poirot. « Il n'est pas mort à l'étranger, il est mort ici, sous vos pieds. » Elle resta silencieuse un instant. Puis, elle porta la main à sa gorge. « Non, non, ce n'est pas vrai. Il est parti. Il était malade. » Poirot secoua la tête. « Non, madame, il était enfermé. Vous pensiez peut-être qu'on le retrouverait plus tard, une fois le scandale maîtrisé, mais le temps et la culpabilité ont fermé cette porte à jamais. » Simon s'avança en titubant, le visage blême. « Maman, dis-lui que c'est un mensonge. » Le regard de Lady Harcourt les parcourut, ses lèvres tremblantes. Pendant un long moment, le seul bruit fut le murmure du feu. Puis, d'une voix à peine audible, elle murmura « Il allait nous déshériter. » Les mots tombèrent, dans le silence, comme des pierres dans l'eau. « Il a découvert l'annulation », a-t-elle poursuivi. « Il a dit que le mariage était invalide, que je l'avais trompé, que Simon était illégitime. Je l'ai supplié de revenir sur sa décision, mais il a refusé. Il a dit que tout irait à Béatrice, que je devais être renvoyé. » Poirot écoutait en silence, son visage indéchiffrable. « Il était enragé, » poursuivit-elle d'une voix caverneuse. « Il s'est enfermé dans la bibliothèque, je l'ai suivi. On s'est disputé. Il a essayé de sortir par le couloir, en disant qu'il irait voir les autorités. J'ai fermé la porte pour l'en empêcher, juste un instant, mais le mécanisme s'est bloqué. Je n'ai pas pu l'ouvrir à nouveau. » Simon retint son souffle. « Maman ?» Ses yeux se remplirent de larmes. « C'était un accident, je le jure. Mais ensuite, quand ils sont venus me poser des questions, j'ai menti. J'ai dit qu'il était parti sur le continent. Et Béatrice, elle l'a découvert. Elle s'en est servie pour me contrôler, pour me tourmenter. » La voix de Poirot était douce, mais ferme. « Et quand elle a menacé de vous dénoncer, votre fils a agi. » Lady Harcourt se tourna vers Simon, l'air brisé. « Non, Simon, tu n'as pas. » Il détourna le regard, sa voix à peine murmurée. « Je croyais te protéger. » Le silence qui suivit fut insupportable. Poirot resta immobile, son regard reflétant à la fois pitié et condamnation. « Enfin, dit-il doucement, les murs ont cessé de murmurer. Ils ont dit leur vérité. » Il se tourna vers Hastings. « Appelez l'inspecteur Graves, il y aura des arrestations. »
Lady Harcourt sanglotait doucement dans ses mains. Simon resta immobile, les yeux fixés sur le portrait au-dessus du bureau. Le visage sévère de Lord Harcourt, peint bien avant que la trahison n'obscurcisse ses murs. Poirot se dirigea vers la porte. « Viens, Hastings. Il ne reste plus qu'une tâche, écrire la fin de cette tragédie. » Hastings le suivit dehors, jetant un coup d'œil en arrière. La grande demeure de Ravensmoor était silencieuse, lourde de secrets, enfin exhumée. La lumière de l'aube éclairait les portraits, la poussière, la grandeur fanée. Alors qu'il sortait, Poirot soupira profondément, son souffle se voilant dans l'air froid. « Tu crois vraiment qu'elle pensait que c'était un accident ?» demanda doucement Hastings. Poirot regarda l'horizon, le soleil faible se levant sur les landes. « Peut-être, mais Hastings, l'intention est une chose délicate. Elle peut naître d'un accident et se terminer par un choix. À Ravensmoor, même les murs ne pouvaient supporter le poids de tant de mensonges. » Il redressa son chapeau. Son expression était lasse, mais résolue. « Viens, il y a toujours une vérité à dire. » Chapitre 10. La confession finale. Le lendemain de la terrible découverte, le jour gris et froid se leva, les landes enveloppées d'une brume qui semblait suinter des pierres même de Ravensmoor. Le domaine, autrefois majestueux, était plongé dans un silence absolu. Même les oiseaux, semblait-il, évitaient l'endroit où la vérité avait percé le mensonge. Dans le salon, une assemblée silencieuse attendait. Lady Harcourt, pâle et décharnée, les mains jointes. Simon, l'expression absente, ombre hantée de l'homme qu'il avait été. Et le colonel Whitby, debout près de la fenêtre, son allure militaire tremblant sous le poids de la révélation. Poirot entra discrètement, son manteau impeccable malgré la longue nuit. Il n'avait l'air ni triomphant ni sévère, seulement grave, comme accablé par ce qu'il devait encore révéler. Hastings le suivit, portant une petite chemise remplie de papier et une enveloppe cachetée. « Messieurs, mesdames, » commença doucement Poirot. « Nous arrivons maintenant au bout. Les murs de Ravensmoor ont parlé, et j'ai écouté. Il ne reste plus qu'à parler pour ceux qui ne le peuvent pas. » La voix de Lady Harcourt n'était qu'un murmure. « Je vous ai tout dit. Que voulez-vous de plus ?» Poirot la regarda avec douceur. « La vérité, madame, toute la vérité. Vous avez avoué un accident, la peur, la dissimulation. Mais les accidents, voyez-vous, ne nécessitent pas une tromperie aussi élaborée. Non, il y avait plus. » Ses lèvres tremblaient. « Non, je te jure, je n'ai jamais voulu. » Poirot leva la main. « Permettez-moi, madame, il y a une différence entre ce que l'on veut dire et ce que l'on admet. Et c'est dans cette différence que naît la culpabilité. » Il se tourna vers Hastings. « Mon ami, les documents que nous avons récupérés dans la chambre, s'il vous plaît. » Hastings lui tendit le dossier. Poirot l'ouvrit avec une délicatesse méticuleuse et en sortit un seul parchemin, les papiers d'annulation du premier mariage de Lady Harcourt. Il les déposa sur la table. « Ces faits, dit-il, furent à la base de tout ce qui suivit. Lord Harcourt les a découverts. Preuve que votre mariage, madame, n'a jamais été valable. Votre fortune, votre titre, et même la légitimité de votre fils, tout aurait disparu. » Simon s'agita à voix basse. Il allait la ruiner. Le regard de Poirot croisa le sien. « Peut-être, mais la vérité, monsieur, n'est pas la ruine, c'est la révélation. C'est votre mère qui en a fait une arme. » Lady Harcourt leva brusquement les yeux, la voix brisée. « Je ne l'ai pas tuée. »« Non, » acquiesça doucement Poirot. « Tu ne l'as pas frappé. Tu l'as enfermé, croyant pouvoir le libérer plus tard. Mais tu n'as rien fait.
tu as laissé le temps le tuer à ta place. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Lady Harcourt s'affaissa, le souffle court. Le ton de Poirot resta calme, malgré son regard perçant. « Vous avez vécu des années au-dessus de cette chambre, percevant peut-être le plus faible murmure, à travers le sol, un murmure dont vous vous êtes convaincu qu'il n'était que le vent. L'esprit, madame, se protège. Mais la culpabilité, la culpabilité ne dort jamais. » Il y eut un long silence, avant que Lady Harcourt ne murmure enfin « Il m'a maudite avant même que la porte ne se referme. Il a dit que la maison elle-même ne me laisserait jamais oublier. Parfois, je l'entendais m'appeler, même après son départ. » Poirot inclina légèrement la tête, sans pitié ni condamnation. « L'esprit humain, madame, est d'une grande ingéniosité dans ses tourments. » Le colonel Whitby s'éclaircit la gorge, gêné. « Et Béatrice, Poirot, quel est son rôle dans tout ça ?» Poirot se tourna vers le feu, dont les flammes brûlaient doucement. Béatrice Langley était une femme d'une grande perspicacité. Elle avait trouvé la vérité cachée dans les papiers de Lord Harcourt. Peut-être avait-elle seulement l'intention de s'en servir comme d'un levier, dans une tentative désespérée d'assurer son avenir. Mais elle a sous-estimé la peur que la vérité inspire. Il fit face à Simon. « Tu l'as affronté cette nuit-là, n'est-ce pas ?» Les mains de Simon se crispèrent. « Je voulais juste lui faire peur. Elle a dit qu'elle dénoncerait ma mère. Elle a ri, disant que le nom Harcourt était déjà une pierre tombale. Je l'ai poussée. Elle a trébuché près du balcon. » Le cri de Lady Harcourt résonna dans la pièce. « Simon !» Il la regarda, le visage crispé d'angoisse. « Je ne voulais pas, je le jure. Mais quand elle est tombée, j'ai paniqué. Tu as dit que personne ne devait savoir. Tu as dit qu'il fallait protéger la famille. » Lady Harcourt sanglotait maintenant, tremblant violemment. « Je pensais pouvoir vous sauver, » murmura-t-elle. « Je pensais que si je portais seule la culpabilité... » Poirot leva doucement la main. « Madame, le temps des saluts est révolu. Il ne reste que la confession, et avec elle, la paix. » L'inspecteur Graves entra alors, convoqué par Poirot plus tôt. L'homme avait une expression sombre, mais respectueuse. « Nous avons tout vérifié, monsieur. Les restes, le passage, les documents. Je les mets tous les deux en détention. » Simon se tourna vers Poirot, la voix brisée. « Vous me croyez, monsieur Poirot? Je ne voulais pas la tuer. » Poirot le regarda avec une tristesse infinie. « Je crois, monsieur, que vous vouliez protéger, et c'est là toute la tragédie. Le chemin du mal est souvent pavé non pas par la malice, mais par un amour mal dirigé. » Simon hocha lentement la tête, les larmes aux yeux, tandis que l'inspecteur l'emmenait. Lady Harcourt le suivit, soutenu par une servante, sa silhouette frêle, tremblant sous le poids d'années de secrets. Lorsqu'il fut reparti, Hastings laissa échapper un long soupir. « Seigneur Poirot, quelle horreur! Crois-tu qu'elle ait vraiment entendu son mari à travers les murs ?» Le regard de Poirot se porta vers la porte de la bibliothèque. Peut-être Hastings, ou peut-être était-ce l'écho de sa conscience, l'appelant depuis les ténèbres. Il s'approcha de l'âtre et leva les yeux vers le portrait de Lord Harcourt. C'était un homme trahi par ceux en qui il avait confiance, et pourtant, même dans la mort, il garda le silence. C'est la maison qui a enfin parlé pour lui. Ravensmoor murmure depuis longtemps. Hastings, ce n'est que maintenant que nous comprenons son langage. La lueur du feu vacillait sur son visage, dessinant des lignes nettes de pensées et de tristesse. « Le cœur humain, murmura-t-il, est comme ces murs, solide et pourtant fragile. Il peut garder ses secrets pendant des années.
mais un murmure de trop, et la vérité éclate. Hastings le regarda avec une admiration silencieuse. « Et maintenant, Poirot, vas-tu enfin te reposer ?» Poirot sourit faiblement. « Du repos ? Ah non, mon ami, il n'y aura pas de repos tant que l'ordre ne sera pas rétabli. La justice, Hastings, n'est pas une question de vengeance, mais de rétablissement de l'harmonie. Et ce matin, Ravenmoor est de nouveau silencieux. » Il ajusta son chapeau, jeta un dernier coup d'œil au portrait au-dessus de la cheminée et se tourna vers la porte. Alors qu'il sortait avec Hastings dans la cour enveloppée de brouillard, les premiers rayons du soleil percèrent la brume, illuminant les pierres grises d'une lumière pâle et clémente. Poirot s'arrêta et parla doucement, presque pour lui-même. À la fin, même les murs les plus sombres ne murmurent pas la mort, mais le souvenir. Et sur ce, il s'éloigna, sa petite silhouette disparaissant dans la lumière du matin, laissant derrière lui une maison qui ne murmurerait plus. Chapitre 11. L'épilogue du silence. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis l'arrestation, et pourtant, Ravenmoor demeurait enveloppé d'un silence lugubre. La brume qui planait sur les landes semblait ne pas vouloir se dissiper, comme si la terre elle-même partageait la honte qui s'était répandue au sein de l'ancien domaine. Les murmures avaient cessé, mais à leur place persistait un silence bien plus pesant. Le silence de la culpabilité, du chagrin, des vérités enfin exhumées. Hastings se tenait à la fenêtre de l'auberge locale, le regard fixé sur la silhouette lointaine du manoir. « Je ne peux m'empêcher d'y penser, Poirot, » murmura-t-il. « Toutes ces années, à vivre au-dessus de sa tombe, c'est monstrueux. » Poirot, assis près de l'âtre, leva les yeux de sa tasse de thé. « Mon ami, ce qui est monstrueux pour vous est peut-être simplement humain pour d'autres. Il y a des gens qui bâtissent leur vie sur la tromperie. Et, comme la belle architecture, ils finissent par aimer les murs qui les emprisonnent. » Hastings fronça les sourcils. « Quand même, piéger son mari comme ça, même par accident, aucune âme honnête ne pourrait le supporter. » La moustache de Poirot tressaillit légèrement. « Ne sous-estimez pas la force de la peur, Hastings. Elle peut transformer l'amour en cruauté et le silence en refuge. Lady Harcourt craignait la disgrâce plus que la damnation. C'est là l'essence même de sa tragédie. » Il posa sa tasse, la porcelaine cliquetant doucement. Pourtant, à la fin, elle a dû affronter la vérité. Rares sont ceux qui ont le courage de faire ça. Hastings soupira. « Et Simon, le pauvre diable, il paiera pour un crime né de l'amour. » Poirot hocha gravement la tête. « L'amour, mon ami, est souvent le mobile le plus dangereux. Il aveugle même les esprits les plus intelligents aux conséquences. Simon ne souhaitait que protéger sa mère. Mais ce faisant, il est devenu l'arme du destin. » Il se leva et ajusta ses menottes. « Dis-moi, Hastings, te souviens-tu des derniers mots de Béatrice Langley avant sa mort ?» Hastings cligna des yeux. « Que des fragments. Quelque chose comme des murs et une maison vivante. »« Justement, » dit Poirot, en se dirigeant vers la fenêtre. Elle n'était pas seulement poétique, elle était perspicace. La maison était vivante, non pas de fantômes, mais de secrets. Chaque murmure, chaque son qui troublait le sommeil de Lady Harcourt ne provenait pas des morts, mais de la conscience qu'elle avait enfouie. L'esprit humain est une caisse de résonance, mon ami, et la culpabilité, c'est elle qui murmure le plus fort. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, observant le brouillard se dissiper comme un souffle lent sur la lande. Dehors, une charrette passa bruyamment, transportant du bois pour l'aubergiste. Le rythme simple de la vie ordinaire semblait presque indécent après tant de tragédies.
Hastings se tourna vers lui. « Que va devenir Ravenmoor, à ton avis ?» Poirot haussa légèrement les épaules. « Elle sera vendue, sans aucun doute. Mais ces maisons ne changent pas facilement de nature. Même si les nouveaux propriétaires peignent les murs, ouvrent les fenêtres et laissent entrer la lumière, le passé reste dans le mortier. Les murmures peuvent s'estomper, mais ils ne disparaissent jamais complètement. » Il sourit faiblement. « Ah, mais c'est une affaire de philosophe, pas de détective. » Hastings rit doucement, mais son regard restait troublé. « Tu as toujours l'air si calme face à ces choses-là, Poirot. Est-ce qu'elles ne te hantent jamais ?» L'expression de Poirot s'adoucit. « Non, Hastings, je ne suis pas hanté, car je ne juge pas. J'observe. Ma tâche est de rétablir l'ordre que d'autres perturbent. Une fois l'équilibre rétabli, mon âme est en paix. » Il marqua une pause, puis ajouta pensivement. « Mais cela ne signifie pas que je suis insensible. J'ai trop vu la fragilité humaine pour rester insensible. » Hastings sourit faiblement. « Après tout, malgré toute cette logique, tu as du cœur. »« Bien sûr, » dit Poirot avec une fausse indignation. « Un détective sans cœur, c'est comme du thé sans sucre, techniquement suffisant, mais immangeable. » Les deux hommes échangèrent un rire discret, leur voix résonnant doucement dans la petite salle de l'auberge. Pourtant, alors même que la chaleur de l'humour emplissait l'espace, le regard de Poirot se porta de nouveau vers le manoir lointain. Il reprit la parole, plus bas, presque pour lui-même. « Voyez-vous, Hastings, il y a quelque chose de profondément tragique chez ceux qui vivent dans le mensonge. Ils croient que la tromperie les protège de la douleur, mais elle ne fait que les enfouir encore plus profondément. Lady Harcourt a scellé le tombeau de son mari et, ce faisant, a enseveli sa propre vie. » Hastings hocha lentement la tête. « Une maison bâtie sur des mensonges ne tient pas debout. » « Exactement. » Poirot sourit faiblement. « Et pourtant, combien de maisons de ce genre existent dans ce monde, mon ami ?» Un coup frappé à la porte interrompit leur réflexion. L'aubergiste entra, une enveloppe à la main. « Le courrier vient d'arriver de Londres, monsieur, » dit-il en l'attendant à Poirot. « Merci, » répondit Poirot en le prenant délicatement. Il l'ouvrit, scrutant son contenu de son œil perçant. Un léger sourire éclaira ses lèvres. « C'est de l'inspecteur Graves, » dit-il. « L'enquête est terminée. Simon Harcourt a avoué tous ses crimes. L'état de Lady Harcourt s'est aggravé. Elle ne comparaîtra pas devant le tribunal. Le coroner a déclaré que la mort de Lord Harcourt était une séquestration ayant entraîné une mort naturelle. La justice, comme on dit en Angleterre, a suivi son cours. » Hastings expira profondément. Une justice sinistre. Poirot plia soigneusement la lettre. « La justice est rarement agréable, Hastings, mais elle est nécessaire. Ce n'est qu'en découvrant chaque vérité, aussi terrible soit-elle, que le monde pourra avancer. » Il glissa la lettre dans la poche de son manteau et se tourna vers la porte. « Viens, mon ami. Il y a un train à midi. J'aimerais partir avant le retour du brouillard. Je n'ai aucune envie de passer une autre nuit au milieu de tels souvenirs. » En sortant, l'air frais leur mordit le visage. L'enseigne de l'auberge grinçait au vent. Au loin, Ravenmoor se dressait, sa façade de pierre disparaissant dans la brume matinale. Elle n'avait plus l'air menaçante, seulement fatiguée, un monument à la fierté et à la culpabilité. Ils marchèrent en silence jusqu'à la porte. Hastings se retourna une dernière fois. « Tu crois que les murmures ont disparu pour de bon, Poirot ?» Poirot ajusta son chapeau, les yeux plissés d'un air pensif. « Peut-être, Hastings, mais s'ils reviennent un jour, ce ne sera pas la maison qui parlera,
mais la conscience de celui qui écoutera. Il s'arrêta, puis sourit, de ce petit sourire énigmatique qui précédait toujours ses réflexions les plus profondes. « Vois-tu, mon ami, dit-il doucement, les murs de Ravenmoor ne murmuraient ni meurtre ni tromperie, ils murmuraient le souvenir, et le souvenir, Hastings, est la façon dont l'âme exige la vérité. » Sur ce, il se tourna vers la voiture qui l'attendait. Le vent balayait la lande, emportant les derniers échos du chagrin de Ravenmoor. La maison, autrefois chargée de secrets, se dressait au loin, telle une ombre se dissolvant lentement dans la lumière. Et tandis que la voiture s'éloignait vers le village, Hercule Poirot ferma les yeux et murmura « L'affaire est close, et l'ordre, enfin, rétabli. » Chapitre final. Le silence, après la vérité. Poirot ajusta son chapeau, les yeux plissés par la brume qui montait. « Disparu » répéta-t-il doucement. « Non, mon ami. De tels murmures ne disparaissent jamais vraiment. Ils changent simplement de langue. Aujourd'hui, ce sont les murs qui se taisent. Demain, ce seront peut-être les cœurs de ceux qui se souviennent. » Les deux hommes restèrent un long moment devant l'immensité de la lande. Le brouillard s'épaississait autour de Ravenmoor, l'enveloppant à nouveau de mystère. Mais cette fois, il n'y avait aucune menace dans son voile, seulement de la lassitude. Le domaine avait été purgé de ses fantômes, même si le prix de la vérité avait été lourd. Hastings rapprocha son manteau. « Tu crois que quelqu'un revivra un jour là-bas » Poirot sourit faiblement. « Peut-être. Le temps, Hastings, est le plus grand rédempteur. Il efface ce que les hommes ne peuvent nous pardonner. Un jour, des enfants joueront sur ces terres, et des rires résonneront, là où il n'y avait que des murmures. Mais les murs, ah, ils s'en souviendront. » Ils commencèrent leur marche dans l'étroit chemin menant à la gare du village. Chaque pas craquait sur la terre gelée. Le silence, entre eux chargé de pensées inexprimées. Hastings, toujours tendre, ne parvenait pas à se défaire de la douleur de la pitié pour Simon et sa mère. Au bout d'un moment, il dit doucement « Crois-tu qu'elle aimait son mari, Poirot, après tout ce qu'elle a fait ?» La réponse de Poirot fut douce. « Oui, Hastings, mais c'était un amour teinté d'orgueil. Quand l'orgueil gouverne le cœur, l'amour en devient prisonnier. La tragédie de Lady Harcourt ne résidait pas dans le crime, mais dans son refus d'affronter sa propre fragilité. Elle a érigé un mur autour de sa honte, et les échos qui l'entouraient l'ont détruite. » Hastings hocha la tête, absorbant le poids des paroles de son ami. Le vent agitait la bruyère, emportant avec lui le faible bruit de la rivière au-delà de la vallée, un doux murmure, comme le dernier souffle d'un chagrin longtemps retenu. Alors que la gare apparaissait, une voiture les dépassa en grondant sur la route. L'inspecteur Graves était à l'intérieur, son chapeau enfoncé. Il leur adressa un bref signe de tête, mais ne s'arrêta pas. Le devoir, comme toujours, avait déjà repris son cours. Dans la petite salle d'attente, un poil ventru crépitait chaleureusement. Poirot s'assit et retira ses gants avec un soin méticuleux. « Dites-moi, Hastings, dit-il après une pause, qu'avez-vous appris de cette affaire ?» Hastings, surpris, fronça les sourcils, songeur. « Je suppose que la vérité a toujours tendance à s'imposer, aussi profondément enfouie soit-elle. »« Oui, » répondit Poirot, en hochant la tête d'un air approbateur. « Mais cette vérité, une fois dévoilée, n'apporte pas toujours la paix. Parfois, elle dissipe simplement l'illusion d'une paix jamais existée. » Il se renversa en arrière, les yeux mi-clos. « Voyez-vous, mon ami, les plus grands mystères ne sont pas ceux du meurtre, mais ceux de la conscience,
On peut tuer par cupidité ou par jalousie, mais vivre des années avec la culpabilité. Voilà le véritable crime contre l'âme. Le sifflement lointain du train résonna à travers la lande. Hastings regarda le panache de vapeur s'élever à travers le brouillard, tel un fantôme. « Tu crois que Simon trouvera un jour la paix ? » « Peut-être quand il se pardonnera, » murmura Poirot. « Les prisons de l'esprit sont les plus difficiles à échapper. » Ils embarquèrent en silence. Le wagon tanguait doucement, tandis que le train se mettait en marche, le cliquetis rythmique des roues se mêlant au murmure des conversations des autres passagers. Poirot regarda par la fenêtre, observant Ravenmoor disparaître dans un flou gris et blanc, jusqu'à sa disparition complète. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis Poirot dit, presque pour lui-même, « Il y a quelque chose de curieux, n'est-ce pas, Hastings ? Chaque affaire commence par un trouble, une ondulation dans l'ordre de la vie. Et quand la vérité est découverte, l'ordre revient. Pourtant, le monde en est d'autant plus triste. » Hastings lui jeta un coup d'œil. « Parce que l'innocence se perd toujours en chemin. » Poirot sourit faiblement. « Peut-être. Ou parce que la vérité, bien que noble, est rarement bienveillante. » La campagne défilait. Champs nus, chaumières isolées, et au loin, clochers d'église à moitié cachés par la brume. Le reflet du détective dans la glace paraissait plus vieux, plus fragile, sous le poids du mystère résolu. Finalement, Hastings dit doucement, « C'est étrange. Avant, je voyais le meurtre comme quelque chose de simple, une énigme à résoudre, mais maintenant, c'est différent, plus tragique. » Poirot hocha la tête. « Ah, mon ami, tu apprends. Il n'existe pas de crime propre. Même le meurtrier le plus habile laisse une trace, parfois sur le tapis, mais toujours dans l'âme. » Le train siffla de nouveau, plus fort cette fois, tandis qu'il prenait la direction de Londres. Poirot redressa sa cravate, un léger sourire aux lèvres. Malgré tout, le monde reste en ordre, grâce à quelques petites cellules grises, n'est-ce pas? Hastings rit doucement. En effet, Poirot, j'ose dire que même Ravenmoor serait resté un mystère à jamais sans eux. Les yeux de Poirot pétillèrent. Ah, mais aucun mystère ne résiste à la raison, Hastings. Seule l'émotion obscurcit la vérité. C'est pourquoi comment dites-vous? Garde mon cœur dans la poche de mon gilet, où il peut me guider, mais pas me gouverner. Tandis que le train avançait avec fracas, la brume commença à se dissiper. Le soleil perçait les nuages, dorant les landes. L'espace d'un instant, Hastings crut revoir Ravenmoor, ses tours scintillant faiblement au loin, fières et en ruine, dressées à la fois comme un monument et un avertissement. Poirot suivit son regard. « Sais-tu, mon ami, » dit-il doucement, « peut-être que Béatrice Langlais avait raison après tout. Les murs murmurent, certes, mais seulement à ceux qui refusent de les écouter. » La lumière changea, et la vision disparut. Le train fila à toute vitesse, laissant derrière lui les ombres de Ravenmoor pour toujours. Poirot se laissa aller en arrière, fermant enfin les yeux. « Viens, Hastings, » murmura-t-il, « reposons-nous. Il y aura d'autres affaires, d'autres secrets, mais pour l'instant, la lande est silencieuse. » Et pour la première fois depuis de nombreuses nuits, les deux hommes dormirent paisiblement, tandis qu'au loin, le vent soufflait doucement à travers les ruines de Ravenmoor, ne portant aucun murmure, seulement le soupir silencieux d'une vérité enfin libérée.